Donc nous allons parler aujourd'hui des espèces exotiques envahissantes ou Invasive Alien Species en anglais, donc IAS. Ce sont donc des espèces qui sont introduites hors de leur aire naturelle de répartition. Donc ici, comme par exemple le frelon asiatique qui va arriver en France. Ce sont des espèces qui ont été introduites par l'homme et qui vont, dans les lieux où elles sont introduites, vont proliférer et causer des dommages tant aux populations humaines au niveau santé par exemple, que sur des infrastructures et également sur l'environnement et les espèces natives. Ces espèces vont arriver par différentes voies d'introduction, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles. Par exemple, dans les causes intentionnelles, on peut identifier par exemple les espèces qui vont être introduites pour lutter contre de l'érosion en plantation. On peut aussi avoir des échappées des jardins, par exemple. Et puis, on a des cas de figure où l'homme va transporter des espèces exotiques envahissantes de façon non intentionnelle et être vecteur de leur propagation. Lorsque, par exemple, on va avoir des transports maritimes qui vont contenir dans les eaux de ballast des bateaux des espèces exotiques envahissantes. Alors, l'invasion biologique, c'est un processus que l'on peut résumer en 4 grandes étapes, au cours duquel, en fait, l'espèce va franchir plusieurs grands types de barrières. Toute espèce introduite ne devenant pas forcément une... Alors, la première barrière, c'est une barrière géographique qui va être liée à l'arrivée, via ce vecteur humain, dans une zone donnée. Ensuite, l'espèce, donc qui est considérée comme exotique ou alien en anglais, va franchir une barrière environnementale si elle est en capacité de germer, par exemple pour une plante, dans la zone où elle a été introduite. Donc, c'est-à-dire tolérer les conditions environnementales qui sont présentes dans le territoire où elle a été introduite. Et on va parler, dans ce cas-là, d'espèces étrangères facultatives. Si cette espèce, une fois qu'elle s'est implantée, elle arrive à franchir une barrière reproductive, elle est capable d'installer une descendance, d'avoir une fécondité dans le lieu d'introduction, on va parler d'espèces naturalisées. Et la dernière étape à franchir aux barrières, c'est une barrière à la dispersion. Si cette espèce, localement en plus, va être capable de se propager à nouveau à distance à partir de ce point d'entrée, eh bien on va parler d'espèces exotiques, envahissantes. Cette fois-ci, l'espèce va devenir invasive. Et donc c'est une règle d'à peu près une espèce pour 1000 introductions qui va devenir envahissante. Au niveau mondial, ces espèces exotiques envahissantes représentent un coût élevé, puisque une étude récente parue dans Nature vient de sortir des chiffres sur ce coût économique des EEE. Et sur la période de 1970 à 2017, eh bien, ces espèces exotiques envahissantes ont représenté un coût mondial de 1,3 trillion de dollars, un coût qui n'a cessé d'augmenter au cours de cette période. Et coût également que l'on voit sur le graphique de droite, qui est inégal au niveau planétaire dans ce que les pays vont devoir investir pour lutter contre ces espèces exotiques envahissantes. Alors, cette base de données qui a été établie par un laboratoire français du CNRS, Invacost, c'est l'équipe de M. Courchamp qui a mis à jour cette base de données, permet ensuite par pays d'établir des coûts. Et on voit ici par exemple une étude qui a été faite à partir de cette base de données Invacost et qui sort pour la France les 10 espèces les plus coûteuses. Non, c'est plus que 10, les espèces les plus coûteuses en France. Et on voit notamment qu'en France, l'espèce qui suppose le plus de coûts en gestion et en conséquence de cette invasion, c'est l'ambroisie à feuilles d'armoise, qui va notamment causer des problèmes liés à son pollen qui est très allergisant. Et on voit en dessous une espèce qui est bien connue du grand public actuellement, c'est le frelon asiatique, qui également fait partie des espèces pour lesquelles la France dépense le plus d'argent pour lutter contre cette espèce exotique envahissante. Si on regarde chez nos voisins espagnols, on retrouve le frelon asiatique, comme chez nous, mais on voit aussi une espèce comme l'eucalyptus, qui va aussi supposer des coûts importants de gestion. Et c'est intéressant de pointer cette espèce, puisque c'est une des espèces qu'on étudie actuellement comme essence de substitution possible dans le cadre du changement climatique.
Au niveau législation, la gestion de ces espèces exotiques envahissantes au niveau international est régie notamment par la Convention sur la diversité biologique qui prévoit dans son article 8 d'empêcher l'introduction, de favoriser le contrôle, voire même d'éradiquer les espèces exotiques qui peuvent menacer les écosystèmes, les habitats ou les espèces. Et notamment dans les 20 objectifs adoptés dans le cadre de ce plan, qu'on appelle les objectifs d'Aichi, on retrouve dans l'objectif 9 la nécessité d'établir d'ici à 2020 une liste des espèces exotiques envahissantes qui soient classées par ordre de priorité pour lesquelles on va engager des actions de contrôle ou d'éradication. Au niveau de l'Union européenne, calqué sur ce critère 9 d'Aichi, on va retrouver tous les 6 ans un réexamen d'une liste complète d'espèces dans lequel on va, selon l'évolution, soit en rajouter des nouvelles, soit en enlever, si elles satisfassent plusieurs critères. Alors les critères énoncés sont les 3 premiers critères liés à une espèce invasive, c'est-à-dire qu'elle soit considérée comme étrangère à la zone donnée, qu'elle soit capable de s'implanter, de se propager dans le milieu où elle a été introduite, qu'elle va causer des dommages à la santé humaine ou à l'économie. Et enfin, les 2 derniers points concernent tout d'abord qu'il soit démontré au moyen d'une évaluation des risques que le fait de la classer dans cette liste permette de prendre, des actions pour lutter contre cette espèce et que le fait de l'inscrire sur la liste permettra d'atténuer les effets néfastes des espèces qui vont être listées. Les méthodes pour évaluer les risques d'invasion sont basées essentiellement actuellement sur des arbres de décision, des systèmes de notation ou des outils matriciels. Au niveau national, la France va décliner cette stratégie de l'Union européenne sous un programme, une stratégie nationale qui est basée sur 5 axes principaux. Le premier axe concerne la prévention de l'introduction de ces espèces exotiques envahissantes et empêcher leur propagation. Le deuxième va concerner les interventions de gestion qui peuvent être mises en œuvre pour lutter contre ces espèces et travailler sur la restauration des écosystèmes, puisqu'on sait que le niveau de dégradation des écosystèmes est un facteur aggravant dans la colonisation par ces espèces exotiques envahissantes. Le troisième axe, c'est améliorer et mutualiser les connaissances, donc tout ce qui va concerner la recherche sur la biologie des invasions. L'axe 4 concerne la communication, la sensibilisation, la mobilisation et le besoin en formation sur cette problématique-là. Et le dernier point concerne la gouvernance, comment organiser au niveau du territoire national la gestion, la planification de ces espèces exotiques envahissantes, la lutte contre ces espèces. Cette stratégie, donc, qui s'inscrit vraiment dans la stratégie européenne, peut s'articuler, on va dire, avec des stratégies plus locales, comme par exemple sur un territoire comme La Réunion, ou en Pays de la Loire, on va avoir des déclinaisons spécifiques en fonction des particularités territoriales. Donc au niveau du droit français, c'est une réglementation qui est entrée en vigueur en 2018 pour vraiment limiter les effets de ces espèces. Et on est arrivé à une première liste de 49 espèces, composée de 26 espèces animales et 23 espèces végétales. Liste qui va être réévaluée à chaque fois pour soit ajouter ou enlever des espèces. Un exemple de jurisprudence sur des espèces exotiques envahissantes ici végétales, c'est l'ambroisie à feuilles d'armoise qu'on a vu comme étant l'espèce la plus coûteuse au niveau de l'État français pour sa gestion et la gestion de ses conséquences. Donc la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé introduit un chapitre dédié à la lutte contre les espèces végétales et animales. Et en 2017, il y a un décret d'application qui spécifiquement lance une lutte contre les ambroisies. Il y a un plan de lutte national contre les ambroisies qui notamment interdit leur introduction de façon intentionnelle sur le territoire, leur transport et leur utilisation, et vise à vraiment éradiquer, en tout cas contrôler la propagation de cette espèce. Elle est également, la lutte contre l'ambroisie, inscrite dans le plan national santé-environnement. A contrario de cela, on peut trouver l'exemple du robinier faux acacia, qui est communément appelé l'acacia,
qui lui est absent de la liste à la fois européenne et nationale, qui pour autant est classé dans l'inventaire du Centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes co-géré par l'OFB et l'UICN France, et qui va curieusement apparaître dans la liste des essences qui sont éligibles pour les aides, pour le reboisement et les compensations liées au défrichement. Donc on voit ici un besoin de un peu articuler tout cela pour avoir une démarche cohérente au niveau de la gestion de ces EEE à l'échelle nationale au moins. Alors on va vous présenter maintenant le projet MARIS qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche et qui s'est étalé de 2014 à 2018 et qui visait à modéliser et analyser les risques liés à une invasion biologique, ici portant sur l'ajon d'Europe, Ulex europaeus, que vous voyez ici avec ses fleurs jaunes, qui figure parmi la liste des 100 espèces les plus invasives au monde. Ce projet comportait 4 volets. Un volet écologique pour améliorer la compréhension de sa biologie et de sa dynamique de population. Un volet sociologique pour étudier l'évolution de son statut public, d'être considéré comme non invasif sur certains territoires jusqu'à être considéré comme une véritable peste végétale. Un troisième volet qui collectait des informations des 2 précédentes tâches de modélisation à double échelle large et échelle locale de cette dynamique de population. Tout ça venant alimenter une démarche d'analyse de risque basée d'un côté sur une analyse globale des risques de l'invasion de l'espèce et une analyse de macrocartographie des risques par audit dédiée à l'étude de la perception du risque par les différents acteurs impliqués sur les territoires envahis. Ce projet était un projet en partenariat public-privé puisqu'il associait 3 laboratoires de recherche français à une PME, MAD Environnement, ainsi que 2 partenaires étrangers, Sion Institute en Nouvelle-Zélande et l'Université de la Laguna aux Canaries sur l'île de Tenerife, puisque effectivement au travers de ces 3 territoires, on avait donc la Nouvelle-Zélande, les Canaries et la Réunion, 3 niveaux d'invasion différents. Et dans les laboratoires de recherche français qui ont participé au projet, on retrouve donc ISPA, le laboratoire auquel j'appartiens, Ecobio de Rennes et le laboratoire Réseau qui est un laboratoire en sciences humaines et sociales également de Rennes. Merci Maya pour cette introduction très riche. Alors effectivement le projet MARIS se structure autour du modèle de simulation numérique. Ce modèle c'est l'épine dorsale du couplage des méthodes et des résultats issus de chaque discipline. Alors il permet d'expliciter les résultats et les concepts des différentes disciplines dans un format informatique, sous forme de processus représentable dans un espace en 2 dimensions, développé sous forme d'algorithmes qu'on peut décrire dans un format UML. Les collaborations duales existent également au sein de ce projet entre la modélisation et l'écologie, par l'acquisition de données de terrain et l'étude de l'espèce, entre la sociologie et la modélisation par la représentation des pratiques de gestion dans le modèle, entre la gestion des risques et la sociologie par la définition de l'anthroposystème, des perceptions et des plans de recueil de données, mais aussi entre la modélisation et la gestion des risques pour la cotation des scénarios, l'évaluation des effets attendus des actions de maîtrise des risques et de leurs effets secondaires. Les analyses de risque, quant à elles, permettent de fournir une synthèse et un catalogue opérationnel des actions à mener par les gestionnaires. Dans un premier temps, l'analyse des risques de type AGR, analyse globale des risques, portant sur le cycle biologique de développement de l'ajon, a été réalisée. Donc, un travail exhaustif de recherche bibliographique, d'expertise scientifique a été mené pour déterminer les facteurs favorisants et défavorisants, ainsi que leur impact sur les différentes phases du cycle biologique de l'ajon. 54 facteurs influençant en plus ou en moins sont répartis dans 4 grandes classes, qui sont physico-chimiques, biologiques, anthropiques et climatiques. Les facteurs favorisants ont été retenus comme source de 69 situations dangereuses qui vont initier des scénarios aboutissant à des conséquences négatives sur l'écosystème et les activités humaines, de gravité et de nature différentes et regroupées dans une échelle de gravité. En termes de résultats, au global, les risques initiaux sont principalement générés d'abord par les facteurs anthropiques, on s'en doutait, notamment les introductions, la dispersion humaine, mais aussi les effets des actions actuelles de gestion forestière et agricole, comme les coupes rases et les labours qui ont tendance à activer la banque de graines. Les facteurs physico-chimiques sont également très influents, notamment la présence de phosphore biodisponible et la structure du sol.
et c'est la phase juvénile du cycle biologique qui présente le plus de risques. La mortalité la plus grande est dans la phase précédente de la plantule, et la survie des juvéniles une fois à ce stade est assurée. Par ailleurs, les juvéniles commencent déjà la production de graines qui favorise l'implantation rapide de l'espèce, et enfin, c'est une phase qui est particulièrement favorisée par les apports en phosphore issus des intrants agricoles. 4 scénarios majeurs ont été identifiés, dont 3 générés par des facteurs anthropiques. Nous avons donc ensuite testé et évalué ces scénarios par simulation numérique. Et l'exemple que je vais présenter concerne le scénario de dispersion par les véhicules motorisés. Alors, je vais décrire d'abord le modèle de simulation que nous avons développé. C'est un modèle numérique basé sur une grille en 2 dimensions composée de cellules de 5 mètres de côté, soit une zone d'environ 20 km par 20 km qui peut être simulée. Un espace de cette taille situé dans l'île de la Réunion et étudié par l'équipe de sociologues du projet a été identifié comme particulièrement intéressante car elle recouvre un grand nombre de pratiques et de types d'habitats où l'espèce est déjà présente. La grille a été documentée par un ensemble de couches SIG, le modèle numérique de terrain pour l'altitude, rivière, route, couverture du sol, Corinne Long Cover, type de gestion et présence-absence de l'espèce. À cette grille a été ajouté un modèle de type multi-agent composé d'agents réactifs simples. C'est le modèle matriciel qui représente la population de l'espèce envahissante dans une cellule à ses divers stades de développement dans son cycle de vie. Les agents regroupant des agents simples qui sont des patchs de cellules adjacentes où l'espèce est présente et un agent plus complexe qui représente les actions de gestion. Revenons maintenant à l'étude du scénario de dispersion longue distance. La première phase a été expérimentale et a consisté à étudier le transport des graines par des véhicules motorisés. Alors, si la majorité des graines sont déposées dans les 100 premiers mètres autour du point de contamination, des pics de dépôt apparaissent jusqu'à 5 km. Il faut noter également qu'une expérience similaire de dispersion a été réalisée en utilisant comme support des moutons, et que ceux-ci peuvent déposer les graines jusqu'à 25 km du point de contamination. Le modèle de dispersion issu de ces expériences a été intégré au modèle global de simulation en le reliant à des événements de visite des fourrés par les véhicules. Les simulations sont ensuite menées avec évidemment des répétitions puisqu'il y a une part aléatoire dans la représentation des phénomènes de dispersion. Ici, une vidéo extraite d'une sous-zone géographique représentative. Alors la vidéo représente pour chaque pixel une fréquence de présence sur 15 répétitions de simulation et la durée de la simulation correspond à 100 ans. La dispersion longue distance par les véhicules mais aussi par les rivières est intégrée dans le modèle. On voit dans un premier temps de nouvelles cellules colonisées à une distance assez importante des patchs déjà présents qui eux-mêmes s'étendent par dispersion locale sur les fronts de colonisation. Au bout d'un certain temps, les cellules nouvellement colonisées s'étendent elles-mêmes par le biais de leur propre front de colonisation jusqu'à se rejoindre. Alors ce modèle de simulation s'avère un outil indispensable pour consolider les analyses de risque et pour en étudier les différents scénarios, comme nous l'avons montré avec ce scénario de dispersion longue distance par différents moyens, que ce soit les rivières ou les routes, bien entendu les deux. Parallèlement, des cartographies globales des risques ont été établies par l'application de la méthode de macrocartographie par les audits. Fondée sur l'analyse de la perception des risques par les acteurs d'un système de management de l'agent, elle a été réalisée en Nouvelle-Zélande. Alors un ensemble d'acteurs regroupés par entité ont été rencontrés, interviewés, pour recueillir leur perception des risques, leur évaluation des risques à partir d'une grille fermée, d'un entretien ouvert. Ces acteurs sont issus du monde économique privé, institutionnel ou associatif, et ils allaient de l'exploitant forestier à un responsable du ministère de l'Industrie, en passant par un représentant des Maoris. Ils participent tous à un ou plusieurs sous-processus du management de l'agent, classés en management, support et réalisation. Les risques principaux identifiés sont associés d'abord aux facteurs humains et notamment des comportements inadaptés des individus, les touristes, et des professionnels par le non-respect des procédures qui favorisent l'invasion biologique. On a également pu entendre citer les décisions, la prise de décision influencée par des intérêts personnels et économiques de la part des exploitants et des politiques. Concernant les risques écologiques, on peut citer, entre autres, la perte de biodiversité. Les risques physico-chimiques ont également été mis en exergue, en particulier liés à l'utilisation de moyens de lutte chimique ou à l'utilisation du feu comme moyen de contrôle. Enfin, on peut noter dans les résultats la différence de perception entre les acteurs institutionnels et privés, ces derniers ayant globalement une perception plus négative des risques. Un point extrêmement important a été soulevé au cours de cette étude des perceptions. L'absence ou la mauvaise communication entre les acteurs de la recherche et les acteurs économiques ou les acteurs de la gestion de l'agent.
Il a été d'ailleurs noté plusieurs fois qu'il n'y avait pas assez de transfert de connaissances entre la recherche et le terrain, et entre la recherche et le décisionnaire. C'est un fait qui est assez général, plusieurs fois souligné dans les études sur les risques écologiques, et qui mérite donc d'être prise en compte. Je vais donc maintenant laisser la parole à Maya, qui va vous présenter les enjeux et les limitations actuelles de la gestion des risques écologiques, notamment liés à la complexité des socio-écosystèmes. Les enjeux et limitations actuelles de la gestion des risques écologiques, tout d'abord, elle est inhérente à la difficulté d'étudier un objet qui est un système complexe. En effet, on peut considérer l'écosystème comme un système complexe pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la complexité, elle va venir de 3 dimensions essentielles qui rejoignent les 3 dimensions fondamentales de la niche écologique des espèces, qu'on peut étendre ici à l'échelle écosystémique, qui est la complexité trophique. Les différentes espèces qui vont composer ces écosystèmes vont être en interaction de nutrition, et ces interactions vont être inscrites dans un réseau qui va être complexe de par des types d'interactions, la prédation, le parasitisme, de la compétition, mais aussi le nombre d'interconnexions qu'il va y avoir au sein de ces écosystèmes. C'est aussi de la complexité spatiale, parce que les écosystèmes, de par leurs composantes biophysiques, vont être très loin d'être des systèmes homogènes. Bien au contraire, l'hétérogénéité est au cœur en fait de la spatialisation des différents facteurs écologiques. Et ces écosystèmes aussi vont être complexes au niveau temporel, parce que là encore, on va retrouver de la variabilité au niveau temporel, avec des systèmes qui sont qui s'écartent fortement d'une stabilité. On va avoir justement des évolutions, des effets seuil, des points de basculement dans la trajectoire de ces écosystèmes. Une composante forte de ces écosystèmes au niveau temporel, ça va être la stochasticité. Et ces différentes évolutions temporelles peuvent soit permettre une résilience du système après avoir connu une perturbation, soit on peut atteindre des seuils d'irréversibilité, donc ces fameux points de basculement, dans lesquels le système va vraiment partir sur une autre trajectoire. Ces écosystèmes aussi sont des systèmes complexes que l'on va considérer comme adaptatifs parce que la biodiversité qu'ils contiennent et les traits individuels qui sont soumis à évolution vont leur permettre justement ces capacités d'adaptation face au changement. Donc ça va être une composante importante de conserver cette biodiversité et la diversité aussi au niveau génétique qui va conditionner les traits individuels. Ces socio-écosystèmes, on va les considérer comme adaptatifs, comme je l'ai dit. Et dans cette nouvelle approche de considérer non pas simplement la composante écologique, mais aussi humaine, c'est de parler justement de socio-écosystèmes. Et ces socio-écosystèmes, on les définit parce qu'il y a une interaction forte des sociétés locales qui vont par leurs pratiques influer sur les écosystèmes, et les écosystèmes en retour, par les services qu'ils vont fournir aux sociétés, sont en interaction forte avec le fonctionnement harmonieux de ces sociétés locales. Ces socio-écosystèmes, ils ont des particularités. Ils vont être soumis à des processus non linéaires. On va retrouver donc des questions d'échelle tant sur la composante écosystémique que sociétale, l'hétérogénéité sur laquelle j'ai insisté, et puis on a tout un degré d'incertitude sur les processus qui les régissent, leur fonctionnement, et ils vont être exposés à différents types de risques sur lesquels nous allons revenir. Merci Maya. Alors, je rajouterai une caractéristique particulière de ces systèmes qui a un impact direct sur le processus d'analyse et de gestion des risques, c'est le caractère non stationnaire des processus. Et ce caractère non stationnaire va aboutir à la difficulté de les caractériser par des lois de distribution de probabilité stables dans le temps. Cela est important d'une part parce que l'évaluation des risques est fondée sur des estimations de probabilité, mais aussi sur la modélisation physique des processus, avec des variables de forçage. Et d'autre part parce que nous connaissons actuellement des changements environnementaux et notamment climatiques rapides.
L'exemple présenté concerne la non-stationnarité des lois d'événements rares concernant les crues dont le régime change dans le temps. Sans connaissance sur la dynamique de changement des paramètres des modèles, eh bien, le risque est grand de voir les prédictions biaisées, comme on le montre ici. Si on fait des prédictions à la fin de la première période sans tenir compte de l'évolution du régime des crues, on peut sous-estimer les périodes de retour, puisque celles-ci peuvent être divisées par deux entre l'estimation à la fin de la première période et l'estimation à la fin de la troisième période. Les évaluations probabilistes des risques sont donc limitées et rendues difficiles par l'absence de stationnarité des processus qui sont typiques des changements globaux actuels. À cela vont s'ajouter des effets de seuil associés à la non-résilience des systèmes, des boucles de rétroaction qui peuvent accélérer des changements jusqu'à amener les écosystèmes sur des trajectoires de changement brutaux, imprévisibles, ce qu'on appelle les tipping points, et qui constitue aujourd'hui un sujet de recherche majeur en écologie. Pour résumer, la complexité inhérente aux socio-écosystèmes émerge de la multitude d'interactions entre les organismes vivants, entre eux et avec leur environnement physico-chimique, ainsi que leur dynamique propre. Elle résulte aussi de la multiplicité des échelles spatio-temporelles auxquelles ont lieu ces interactions, échelle infracellulaire jusqu'à l'échelle de la biosphère. Mais elle émerge aussi des inconnaissances et des incertitudes qu'on a sur l'ensemble des processus en jeu. C'est une complexité liée à l'absence totale ou partielle de savoir et à notre capacité de compréhension de ces processus. C'est un point important lorsqu'on aborde la gouvernance des risques, puisque ces inconnaissances amènent les décideurs à décider dans l'inconnaissable, c'est-à-dire à décider en l'absence totale de capacité à identifier et même imaginer les conséquences futures de leurs décisions. La question de l'acceptabilité est donc centrale dans la gestion des risques écologiques. Alors, comment la gouvernance des risques est établie pour les risques environnementaux? Classiquement, la prise en compte des risques environnementaux est intimement liée au développement industriel, avec la réglementation sur les ICPE introduite en 1976 et qui impose conjointement aux études de danger des études d'impact environnemental. Un point fondamental dans ces études est l'absence encore aujourd'hui, d'approche par la gouvernance des risques. Il n'existe aucune définition d'objectif d'acceptabilité explicite dans ces domaines, en termes d'impact environnemental. Alors, ça c'est dû principalement aux difficultés de définition des critères d'acceptabilité, et on a exactement le même problème dans le monde industriel. Si la courbe de Farmer est un modèle universel au centre de la gouvernance des risques, je rappelle, la courbe de Farmer, c'est celle qui va séparer le domaine acceptable du domaine inacceptable pour les risques représentés dans un repère bidimensionnel, avec en abscisse la gravité et en ordonnée la probabilité. Ce modèle est un modèle universel au centre de la gouvernance des risques dans les différents domaines, mais elle englobe implicitement un grand nombre de considérations d'ordre sanitaire, social, économique, culturel, religieuse et encore autres, avec deux problèmes majeurs, celui de la perception des risques qu'on développera ensuite, et celui de la définition d'objectifs évaluables. Alors cette dernière question, elle est fondamentale, parce qu'il existe une multitude d'indicateurs mesurables de biodiversité, de bioindicateurs qui reflètent la santé d'un écosystème ou des mesures d'impact, comme l'indicateur pression état-réponse, mais il y a encore des verrous majeurs qui ne sont pas levés. La mesure en elle-même, c'est-à-dire à quelle fréquence doit-elle être faite, à quelles échelles spatio-temporelles. La synthèse des indicateurs établie par une grande diversité d'entités qui sont non coordonnées et qui ne partagent pas nécessairement leurs données. Et enfin, la question fondamentale de la définition des limites d'acceptabilité, c'est-à-dire des valeurs pour ces indicateurs, au-delà desquelles le risque devient inacceptable. Et ça, ce n'est pas fait et on ne sait pas le faire. Alors, juste, je cite l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui est considérée comme le GIEC de la biodiversité et qui travaille sur ces questions avec un impact médiatique beaucoup moins fort, évidemment, que le GIEC, et donc peut-être un peu moins d'influence pour le moment sur les politiques publiques. Alors quand on parle d'acceptabilité des risques, il faut tenir compte de l'acceptabilité dans le corps social. On va prendre un exemple assez connu, c'est celui du silure glane. Alors le silure glane est un poisson natif de l'Europe de l'Est et du Proche-Orient. C'est le plus gros poisson d'Europe et parmi les plus gros au monde.
et parmi les 20 plus gros au monde, et il a été introduit progressivement dans de nombreuses aires, en Europe de l'Ouest, en Asie, en Afrique du Nord, en Amérique du Sud, et notamment introduit pour la pêche sportive dans le sud-ouest de la France dans les années 80. Il est classé espèce exotique envahissante. En 2012, une question au Sénat a été posée concernant la demande de certaines fédérations de pêche de classer le silure glane en espèce nuisible. Alors il y a une différence entre nuisible et espèce exotique envahissante. Le nuisible, les espèces nuisibles sont souvent des espèces qui ont été classées ainsi parce qu'elles rentraient en compétition directe avec les hommes concernant des ressources spatiales et alimentaires. Alors, il a été souligné une forte expansion de ce poisson dans nos rivières et plans d'eau, car carnassier, il chasse toutes sortes de poissons et même du gibier d'eau. Alors, c'est le monstre ultime, le silure glane. À l'époque, il y a quelques années, eh bien, on parlait même de chiens qui étaient mangés, qui se baignaient et qui étaient mangés par le silure. Alors, en 2015, l'université Paul Sabatier, le laboratoire d'écologie, a mené une première étude nationale sur les impacts du silure en analysant 20 ans de données nationales fournies par l'organisme ONEMA. Les résultats étaient très contrastés. Il n'y avait aucune preuve au niveau national d'un effet d'effondrement des populations piscicoles après l'apparition avérée du silure, mais des effets locaux soupçonnés, en particulier sur les poissons migrateurs, notamment au pied des grands barrages. En 2020, la démonstration de l'impact très fort du silure sur les populations de poissons migrateurs a été faite, alors sur les populations de lamproie, d'alose, dans la Garonne, mais ce sont des populations déjà extrêmement fragilisées par la pollution et la présence de barrages. On a donc des discordances entre les perceptions autour de cet animal qui est vu par les uns comme un monstre destructeur et qui est vu par les autres, notamment les pêcheurs sportifs, comme un trophée ultime, avec des poissons qui dépassent une taille de plus de 2 mètres. On a aussi une discordance entre les perceptions et les résultats des études. On n'a pas d'impact négatif global et généralisé, mais des effets locaux très importants dans un contexte de milieux déjà perturbés. Parlons maintenant de la gouvernance et de la maîtrise des risques. Alors la complexité inhérente au système écologique rend extrêmement difficile notre capacité d'anticipation des effets secondaires des actions. Et on a bon nombre d'illustrations de cas ne tenant pas compte de cette complexité et qui n'ont fait qu'aggraver la situation. Un exemple emblématique, celui des îles Kerguelen, où les premiers navigateurs ont malencontreusement introduit des rats sur ces îles, rats qui ont causé un certain nombre de dégâts sur la faune locale, et bien évidemment, la meilleure idée qu'on a eue, c'est d'introduire des chats pour pouvoir chasser ces rats. Évidemment, les chats se sont mis à attaquer les populations d'oiseaux endémiques des îles Kerguelen et provoquant l'effondrement de leur population. Concernant l'ajon européen, dans notre étude Maris, les simulations du modèle montrent une absence d'effet significatif des actions de coupe rase des fourrés d'ajon, que ce soit en termes de surface coupée ou de fréquence annuelle de coupe. Or, c'est la principale action de lutte contre l'espèce qui est menée. Il est même probable que ce type d'action engendre un effet d'accélération de l'invasion par le biais des véhicules motorisés utilisés pour visiter les zones envahies, et qui favorise la dispersion longue distance. En termes de maîtrise des risques, revient souvent l'idée d'une régulation par la valorisation économique des espèces exotiques envahissantes. En 2018, une étude a été menée par l'UICN, le Comité français, et l'Agence française pour la biodiversité. Alors cette étude souligne que les espèces exotiques envahissantes sont parfois vues comme des ressources exploitables, en termes d'alimentation. Les écrevisses exotiques, par exemple le ragondin, avec le fameux pâté de ragondin du Poitevin. Pour la pêche sportive, le silure glane dont j'ai parlé. Pour la production de bois, avec le robinier faux acacia. Pour des substances pharmaceutiques, en particulier provenant des renouées asiatiques. Avec, comme effet potentiellement bénéfique, une augmentation des revenus ou de la création d'emplois dans certaines régions du monde. Cependant, s'il existe quelques effets positifs qui ont été notés, la majorité des effets sont négatifs. Alors cette exploitation de ces espèces exotiques envahissantes est assortie d'un grand nombre d'effets négatifs. Alors, on peut citer une augmentation des risques de dispersion et d'introduction involontaire ou volontaire, afin d'augmenter l'abondance de l'espèce dans le milieu naturel et de développer l'élevage. Des impacts sur les espèces non ciblées par la transmission de pathogènes,
le maintien de populations d'espèces exotiques envahissantes afin d'augmenter la rentabilité de pérenniser la ressource, la confusion entre la valeur commerciale et la valeur patrimoniale, qui va à l'encontre des objectifs de régulation de ces populations, la création de conflits d'intérêts également, la privatisation des profits, en parallèle d'une socialisation des coûts, que la régulation de ces espèces continuera de toute façon d'engendrer, et puis la création d'une dépendance économique à une filière particulière. Donc, cette exploitation économique des espèces exotiques envahissantes ne constitue absolument pas une solution miracle aux difficultés de régulation de ces invasions. Le rapport souligne que pour minimiser les risques d'échec, l'exploitation économique doit s'intégrer dans une approche globale de gestion, laquelle doit s'appuyer sur des objectifs écologiques clairs et inclure nécessairement des actions de prévention des introductions dans le milieu naturel, de surveillance de territoire, d'acquisition des connaissances et de mobilisation de l'ensemble des acteurs. Cependant, le retour d'expérience tente à montrer de toute façon que l'effet d'aubaine provoquera de manière certaine des introductions incontrôlées, volontairement ou par négligence, et que la valorisation économique viendra réduire à néant les politiques de prévention et surtout d'éducation. Alors les perspectives sur ces risques écologiques, leur étude et leur gestion, leur prise en compte, ont été notamment abordées dans un rapport récent qu'a établi l'INRAE, un rapport prospectif sur les risques naturels, sanitaires et environnementaux, qui a identifié en fait notamment 3 points clés qu'on peut résumer ici. De ce rapport, une action phare, c'est de développer des approches multirisques au niveau de l'Institut, puisque ça a été identifié comme un front de science de ce rapport prospectif. C'est également de structurer un réseau de chercheurs au niveau de l'Institut qui travaillent sur les risques en environnement et qu'ils puissent se connecter ce réseau à d'autres réseaux sur les risques, comme par exemple celui de l'IMDR. Et en dernier point, c'est d'intégrer les analyses de risques dans un cadre décisionnel de gouvernance en étant un appui aux politiques publiques. Merci Maya. Alors il faut noter que les méthodes globales comme l'AGR et la macrocartographie des risques par audit que nous nous sommes employés à appliquer pendant les 10 dernières années répondent parfaitement aux besoins exprimés dans ces perspectives. Elles fournissent des cartographies des risques globaux qui tiennent compte des différentes natures de risques applicables à différentes échelles. Elles permettent de prioriser pour les décideurs les différents risques majeurs, d'intégrer des perceptions des risques par les acteurs du système, d'intégrer de l'analyse du financement des risques pour évaluer l'efficience économique des actions, et ce sont des approches applicables pour analyser des interfaces. Il est néanmoins nécessaire, à l'instar du projet MARIS, de coupler ces approches d'analyse globale des risques avec la modélisation numérique physique et les mesures expérimentales et de terrain, et il va falloir également travailler sur cette notion d'objectif d'acceptabilité mesurable. Alors on peut citer les travaux que nous avons déjà réalisés sur les cartographies globales des risques sur la forêt landaise, le saumon atlantique, le pastoralisme, l'ajon européen, et puis des travaux que nous avons toujours en cours sur l'ajon aux Canaries et sur la perception multirisque de la filière bois du pain maritime. Alors, pour ouvrir un peu le sujet, un fait très important, c'est qu'il existe de fortes similarités entre la problématique des espèces exotiques envahissantes et la problématique des pandémies, tant sur les mécanismes qui sont en jeu que sur la gouvernance des risques et la gestion des risques associés. Alors, la présente figure fait écho à la figure qu'a présentée Maya en début de conférence sur les 4 étapes d'une invasion de Richardson. Ces 4 étapes se retrouvent dans la dynamique d'évolution d'une pandémie. L'état initial, c'est l'évolution de l'espèce dans son environnement natif et l'évolution du pathogène dans un réservoir initial d'espèces sauvages. Vient ensuite une première phase de contamination du vecteur humain, ou pour les espèces exotiques envahissantes, de fixation sur les moyens de transport associés. Ensuite, c'est une phase de dispersion par l'humain au-delà de l'environnement natif et à travers des barrières géographiques naturelles. Une fois parvenu dans un nouvel environnement, vient la phase pandémique pour le virus et la phase de prolifération pour l'espèce exotique, associées toutes deux à des dommages socio-économiques majeurs, directs ou indirects. Enfin, le virus va se maintenir dans le réservoir humain, comme l'espèce dans son nouvel environnement, et ils atteindront tous deux un état stable, qui lui-même sera lié aux mesures de gestion et de contraintes qui vont être mises en place pour réduire leur étendue et prévenir une nouvelle phase d'extension. Les invasions biologiques et les pandémies sont sujets aux mêmes processus sociaux et politiques en termes de gestion des risques. Des perceptions sociales et politiques des risques très variables, divergentes selon les catégories d'acteurs, pas ou peu d'objectifs d'acceptabilité explicites et établis de manière objective,
des actions de maîtrise des risques assorties de fortes incertitudes quant à leurs effets réels et secondaires, des décisions politiques faites dans l'inconnaissable, au mieux inefficaces, au pire contre-productives, allant jusqu'à aggraver le problème initial. Et dans ces deux domaines, il est primordial que le pilotage de la maîtrise des risques soit fondé sur une analyse et une cartographie globale des risques, régulièrement réactualisée, intégrant les connaissances, données et modélisations issues des différents domaines concernés, afin de prioriser les actions, de réaliser des arbitrages en tenant compte des risques à court, moyen et long terme. Je laisserai donc maintenant la parole à Maya pour conclure cette présentation. Alors le parallèle qu'on a pu faire entre les œufs et la pandémie, c'est en gros intégrer comment cette démarche de biosécurité, en travaillant sur les espèces exotiques envahissantes, peut s'intégrer dans la démarche actuelle de Une Santé, ou One Health en anglais, qui vise à lier tout ce qui est santé humaine et santé animale avec la santé végétale et plus généralement la santé environnementale ou la santé des écosystèmes. Et cette démarche de One Biosecurity, donc une biosécurité, c'est effectivement de voir comment à la fois la santé humaine, santé écosystémique, animale et végétale est connectée à cette problématique de gestion des invasions biologiques, puisque on va avoir plusieurs espèces invasives qui vont effectivement être des nouvelles maladies émergentes, qui peuvent être des espèces qui vont affecter le bien-être humain, animal ou végétal.